Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je nous présente d'abord Camillo Rodriguez. Bonjour Oui. Camillo. Bonjour Olga. Olga Dutko, cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de conseil et de formation en intelligence artificielle. Chez Machine Learning Lab, nous sommes convaincus que tout le monde peut parler IA, tout le monde doit maîtriser l'intelligence artificielle. Tu peux passer à la slide suivante, Camillo. Et pour nous, parler intelligence artificielle, parler IA, c'est beaucoup plus que savoir prompter, utiliser ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle générative. C'est surtout comprendre comment ces outils fonctionnent afin de développer un regard critique par rapport à la nouvelle technologie et être acteur et actrice dans cette transformation que nous vivons actuellement. Donc ça, c'est notre raison d'être, notre mission. Et c'est l'objectif principal de cette série de webinaires que nous avons lancé avec Camillo il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un sujet important pour les entreprises, comment lancer un projet IA en entreprise. Nous allons aborder plusieurs questions, plusieurs sujets au sein de ce grand sujet, notamment les erreurs, par exemple, qui sont faites par la plupart des entreprises, pour lesquelles la plupart des projets ne réussissent pas. On va parler de ça. On va parler de la méthodologie de ce qu'on peut faire pour réussir un projet IA, par où commencer, quelles sont les étapes clés pour réussir un projet d'intelligence artificielle en entreprise. On va bien évidemment prendre vos commentaires, vos remarques et vos questions. N'hésitez pas tout au long du webinaire de nous poser des questions, soit dans le chat que vous voyez à droite, soit vers la fin du webinaire, on va ouvrir les micros. Et si vous voulez participer, poser vos questions à voix vive, n'hésitez pas à le faire. Comme disait Camillo, ce webinaire, il est enregistré. Vous allez recevoir le replay lundi prochain, lundi matin. Vous allez également recevoir toutes les informations qu'on partage aujourd'hui avec vous. Et encore une fois, si vous ne souhaitez pas que votre visage, votre nom, prénom n'apparaissent dans cette présentation de la replay, n'hésitez pas à bloquer la caméra. Je pense que je fais un tour. Camillo, je te passe le micro. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on est d'accord aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fascine. Ça fascine tout le monde. Moi, avec Olga, on est dans les domaines depuis bientôt 7 ans. Déjà, il y a 7 ans, on faisait des webinaires, on faisait des conférences tous les mardis, pour ceux qui me connaissent, à Paris. Et ça remplissait toujours des salles. L'IA, c'est un sujet qui fascine, mais c'est un sujet aussi qui fait peur. Et ça fait peur pour plein de raisons. Il y a quelques années, pour ceux qui sont moins initiés, on a peur qu'un jour ça se réveille, qu'un jour ça nous tue. Aujourd'hui, on a un peu plus peur que ça prenne notre emploi. Du coup, il y a beaucoup de peurs au niveau professionnel qui sont justifiées parce que ça évolue tellement vite et on se pose des questions. Est-ce que ça va voler mon travail? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, c'est un sujet qui à la fois suscite de l'intérêt, de la fascination, mais aussi des peurs. Et c'est absolument normal. Pourtant, l'intelligence artificielle, depuis bien avant ChatGPT, Copilot et tous ces nouveaux agents conversationnels, l'IA, elle est omniprésente dans notre vie. Depuis, à chaque fois que vous allumez votre téléphone et que vous débloquez l'écran avec votre visage, vous êtes déjà en train d'utiliser une application d'intelligence artificielle de biométrie. À chaque fois que vous allez sur Netflix et que vous allez tout simplement regarder un film, Netflix, derrière, il y a ce qu'on appelle un système de recommandation qui est capable de vous prédire, de vous proposer des films qui sont censés vous plaire. Pareil avec Amazon, quel produit vous devrez acheter. Et du coup, normalement, ça marche. Ça marche suffisamment bien parce qu'on nous pousse à la consommation. Avec les enceintes vocales et évidemment, aujourd'hui, avec toute l'IA générative, les agents conversationnels et d'autres qui sont venus aujourd'hui un peu démocratiser les sujets de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, effectivement, elle façonne les futurs de tous les métiers, des tâches les plus simples aux plus complexes. Que ce soit, et personne n'est épargné, y compris les métiers qu'on sait évidemment intellectuels. Du coup, aujourd'hui, mais vraiment personne, y compris les data scientists, y compris les mêmes ingénieurs en IA, on est tous concernés par cette révolution parce que ça nous touche absolument à tous. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Les téléphones Galaxy, les téléphones Apple, j'ai vu des publicités dans les métros comme quoi ils sont de l'intelligence artificielle. Les ordinateurs, ils sont de l'intelligence artificielle.
copilote, il s'invite, il a de l'intelligence artificielle. On consacre des reportages à expliquer les potentiels, les limites, ce qui ça fait peur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec ChatGPT et compagnie. Les Points, les Figaro, les Mondes, tous les journaux, tous les médias qui sortent des guides pour essayer un peu d'expliquer aux gens finalement ce qu'est l'intelligence artificielle, on va faire les points, qu'est-ce que c'est pas. Les webinaires qui se déclinent à l'infini, y compris les nôtres. Donc, en fait, tout le monde aujourd'hui s'est mis à faire des webinaires, des conférences, des réunions. L'intelligence artificielle, vous êtes d'accord avec moi, elle est omniprésente. Et encore, ce qui vient rajouter à la confusion, Luc Julia, les créateurs de Siri, qui a écrit un livre avec un titre provocateur, comme quoi l'intelligence artificielle n'existait pas. Du coup, en fait, tout ça, ça rajoute à la confusion. Et du coup, de ce qu'on explique dans les formations, c'est que quand les gens sont confus, ben, en fait, ceux qui profitent, c'est ceux qui vendent des produits. Du coup, en fait, n'importe qui aujourd'hui, il met un tampon sur son produit, son logiciel, et il dit on a de l'IA. Les gens ne savent pas finalement dire OK, est-ce que c'est l'IA, est-ce que c'est pas l'IA, qu'est-ce que c'est que l'IA? Tout ça, ce sont des questions qu'on aborde effectivement quand on fait des formations. Alors, du coup, aujourd'hui, les entreprises, effectivement, elles ne sont pas une exception. Elles veulent aussi se lancer dans l'intelligence artificielle. Sauf que, c'est de là aujourd'hui, c'est le sujet du webinaire, les projets d'intelligence artificielle en entreprise se soldent souvent par un échec. J'ai 2 chiffres à vous partager. Le premier, c'est une étude de Gartner qui dit que seulement 30% des projets d'IA passent de l'étape pilote. Du coup, ça arrête à l'étape des pilotes. Et une étude un peu plus ancienne, d'il y a 2-3 ans, des VentureBeat, qui disait comme quoi 87% des projets d'IA en entreprise sont en échec. Du coup, là, aujourd'hui, ce qu'on va analyser, c'est un peu les raisons, parce qu'il n'y en a pas une seule. C'est pas... Nous, les humains, on aime bien faire ce qu'on appelle les heuristiques cognitifs. On aimerait bien retrouver des raccourcis et dire, ah, bah, c'est parce que, point barre. Et du coup, la solution, elle est simple. Malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. C'est pas très simple. Du coup, il y a plein de raisons qui expliquent les pourquoi. Il n'y a pas une seule. Je vais vous les partager. Du coup, la première raison, dans les projets d'IA ou des data, des machine learning, qu'il n'y a pas de data. Du coup, effectivement, les logiciels d'intelligence artificielle, les logiciels de machine learning sont nourris des données. Et les données, si on ne les a pas, on ne peut pas les inventer. Du coup, c'est une des raisons, on néglige l'effet de ne pas avoir suffisamment de données, on ne pas avoir les données nécessaires pour se lancer dans des initiatives d'IA. C'est une des raisons pour lesquelles les projets ne marchent pas. Une deuxième, c'est qu'il y a souvent une différence entre ce que les managers souhaitent faire. Souvent, dans les entreprises, un manager, il lance des projets d'intelligence artificielle parce qu'il veut briller en interne et qu'il veut faire ce qu'on appelle des quick wins. Du coup, entre ce que les managements souhaitent faire, entre ce qui est possible de faire avec les données existantes et entre ce qui répond vraiment aux besoins de l'utilisateur, que cet utilisateur soit interne ou externe, on ne parlait pas souvent les mêmes langages. Du coup, c'est souvent une des raisons pour lesquelles les projets d'IA se soldent souvent par un échec. Une autre raison pour laquelle ça s'est traduit en échec, c'est que souvent, on comprend mal les besoins de l'utilisateur. Et finalement, on va trop vite dans la solution et on ne se pose pas suffisamment de questions sur la problématique. On va plus vite dans les qu'est-ce qu'il faut faire et pas pourquoi il faut les faire. Du coup, souvent, ça, c'est négligé et on ne demande jamais à l'utilisateur de les faire. Combien de fois, les projets d'IA, je connais pas mal d'entreprises et on peut les lire dans les médias, on y va et on a envie de les faire, on a envie de faire des quick wins et finalement, en fait, l'utilisateur, il n'a jamais demandé ça. Du coup, c'est un échec. Encore, les solutions ne sont pas forcément interconnectables. Il faut qu'une solution d'IA, elle vive avec ce qui existe en interne. Aujourd'hui, vous avez vu, dans les entreprises, il y a 2 grands écosystèmes. Il y a l'écosystème un peu Microsoft, il y a l'écosystème Google, il y a les écosystèmes un peu locaux, des gens qui ont développé leurs propres solutions. Et souvent, des fois, ce n'est pas forcément interconnectable. On a des données d'un côté, on a des solutions de l'autre. Et ça ne peut pas vivre aussi facilement que ça. Du coup, l'interconnexion des données, l'interconnexion des solutions, ce sont des questions qu'il faut se poser. Combien de sociétés, je pense que si vous êtes là, vous vous retrouvez avec ces mêmes sur Internet, c'est que combien de fois on se lance dans des projets et en plein milieu de chemin, on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas de budget. Et du coup, ça peut arriver, ça arrive souvent dans les sociétés, c'est parce qu'il y a une mauvaise planification. Tout simplement, on se rend compte qu'il n'y avait pas de budget, qu'il n'y a pas les ressources, qu'il n'y a pas les personnes, pas seulement de budget financier, mais surtout aussi des personnes. Il n'y a pas les ressources pour faire un projet, pour les mener à bien. Et ça, on se rend compte en plein milieu du projet. Du coup, ce n'est pas idéal. Moi, développeur d'IA, avec Olga, on ne se limite pas forcément à faire des formations et à faire du conseil en IA. On fait aussi des IA. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les IA, on peut les faire aussi.
Et moi, quand j'ai dit aux gens que je fais des IA et je suis développeur en IA, les gens ils viennent me voir, ils me disent, Camilo, ce serait bien que tu fasses une IA qui automatise cette tâche. Fais une IA qui fait ça. À quoi je réponds, on ne peut pas travailler avec une idée. Il faut un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est quoi? C'est tout simplement une planification. Qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez les étapes, imaginez les données, imaginez les infrastructures, imaginez comment est-ce que ça se connecte les unes aux autres. Là, ce que je vous montre, ce sont vraiment des captures d'écran des projets qu'on a pu mener dans les passés. Et du coup, quand vous n'appelleriez pas un professionnel du BTP pour lui dire « fais-moi un appartement 3 pièces », il va rigoler, il va vous dire « mais il me faut des plans d'architecte ». Dans les mondes des logiciels, dans les mondes des solutions logicielles, c'est exactement pareil. On ne peut pas partir d'une idée. Il faut un cahier des charges. Je vous dis au passage, si jamais vous acceptez, vous travaillez avec un développeur logiciel qui travaille à partir d'une idée et sans que cette idée soit mise au plat, vous allez avoir des embrouilles avec cette société ou avec ces développeurs. Je vous les garantis. Parce qu'entre ce que vous comprenez qu'il faut faire et ce que l'autre personne a compris, il y a un univers de décalage. Du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles les projets d'IA, souvent, se soldent en échec. Une autre raison, c'est parce que souvent, l'innovation, elle vient du soi-disant fameux data scientist, l'ingénieur en IA, l'ingénieur machine learning, qui travaille dans son coin, qui est complètement déconnecté souvent, je ne vais pas dire dans tous les cas, mais dans plusieurs entreprises, et plus l'entreprise est grande, plus on voit qu'il y a une déconnexion entre les équipes métiers, c'est-à-dire ceux qui ont besoin, la compta, la finance, les commerces, les marketing, compagnie, les services informatiques, et les gens qui sont capables de faire des solutions d'IA. Du coup, ce que je vois souvent, c'est que dans les entreprises, on a une équipe dédiée à l'IA, on a des ingénieurs qui peuvent être très capables, mais ils vont rester dans leur coin parce qu'ils sont décidés. Et parce quand ils sont appris à faire des IA, ils se disent, je sais faire de la classification d'images. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Il va chercher les images, il va faire son truc dans son coin, qui est complètement déconnecté de ce dont les équipes métiers ils ont besoin. Les équipes métiers, par contre, ils ne s'y connaissent pas en IA, ils ne s'y connaissent pas en machine learning, ils ne savent pas ce qu'on peut faire. Par contre, ils connaissent bien leurs problèmes, ils connaissent bien ce qui ne va pas chez eux. Et de l'autre côté, on a souvent les services informatiques qui ont un peu plus ce rôle central de la stratégie informatique de l'entreprise qui peut ou pas être aligné avec les entreprises, avec les besoins en termes des métiers ou en termes d'intelligence artificielle. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un problème purement organisationnel. Aujourd'hui, on parle même du shadow IT. Et aujourd'hui, ces concepts se déclinent en shadow AI. C'est-à-dire que parce que les infirmiers informatiques, ils ne proposent pas forcément les besoins pour les équipes métiers, c'est dont eux, ils ont besoin. Du coup, les équipes métiers, aujourd'hui, ils commencent à se prendre des abonnements à droite à gauche. Ils commencent à se prendre un abonnement sur une plateforme, à faire ci ou à faire ça. Et du coup, en fait, il n'y a pas de gouvernance des données, il n'y a pas de stratégie claire vis-à-vis de la confidentialité. Et du coup, finalement, en fait, c'est juste un cauchemar, évidemment, pour les services informatiques qui sont censés avoir cette vision globale d'infrastructure. Du coup, vraiment, c'est un problème organisationnel, de communication. Encore, parler de faire un projet IA, il n'y a pas un seul type de projet IA. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que déployer des outils d'IA génératifs, c'est-à-dire prendre la décision, est-ce qu'on y va ou on ne va pas sur ChatGPT, Copilot, Mistral, Claude, ou est-ce qu'on achète une licence de Midjourney ou est-ce qu'on achète une licence de tel ou tel logiciel, ça c'est ce qu'on appelle déployer un outil d'IA génératif, qui a besoin effectivement de réflexion. On a besoin de se poser des questions autour de ça. Et ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on utilise un logiciel qui embarque de l'IA? Et je mets bien entre guillemets parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est tout et n'importe quoi. Du coup, Salesforce, SAP, John Deere, peu importe les constructeurs, il dit, mon logiciel, il a de l'IA. Du coup, achète-moi la mise à jour et comme ça, je te mets la brique. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas la même chose que vous-même faire vos propres modèles d'IA. Ça, c'est encore un peu moins connu des grands publics. Mais en fait, les IA, on n'est pas limité par rapport au catalogue des choses qui existent. C'est-à-dire que les catalogues d'intelligence artificielle, ça grandit de jour en jour. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des choses. Mais ces choses-là, au bout d'un moment, il a fallu que quelqu'un les fasse. Et c'est-à-dire que si quelqu'un peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Les entreprises, je vous dis, vous n'êtes pas limité par rapport aux outils qui existent dans le marché. Vous pouvez aussi faire vos outils à votre sauce. Et pour ça, effectivement, ce n'est pas les mêmes questions, ce n'est pas les mêmes ressources, ce n'est pas les mêmes ingénieurs, ce n'est pas les mêmes choses. Encore une quatrième façon, un peu, en France, il y a juste quelques-uns qui font ça, c'est faire de la recherche en IA. Et du coup, là, c'est encore une autre direction, c'est dire, on va payer à des chercheurs en IA pour aller se poser des questions et faire des expérimentations et passer des années potentiellement sur une problématique à laquelle on va peut-être
trouver une réponse ou peut-être pas. Dans la recherche, on n'a jamais un résultat garanti. Moi, j'ai une très bonne amie qui est chercheuse en intelligence artificielle ici à Paris, je ne vais pas donner son nom, mais elle s'est vue proposer un poste dans une entreprise pour venir être responsable de ChatGPT. Et du coup, elle avait les sourires en tête parce qu'elle me dit, mais je suis chercheuse en IA. Moi, ce que je sais faire, c'est faire des mathématiques. Ce que je sais faire, c'est faire des études, valider des hypothèses. Alors, ChatGPT, c'est un outil. Tout ce qu'il faut, c'est un admin. Donner des accès, s'assurer que les données confidentielles ne sortent pas, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a différentes approches pour des projets d'IA. Et ce n'est pas du tout la même chose, un ou l'autre. Alors, si je vous pose la question, malheureusement, on est nombreux dans les réunions, on ne va pas forcément poser la... Mais moi, si je vous dis comment est-ce qu'on peut assurer la réussite d'un projet IA, alors, il n'y a pas de baguette magique. Il faut se poser les questions. Il faut partir d'un besoin et non d'une idée. Il faut établir un cahier des charges détaillé et complet. Il faut vérifier la faisabilité technique avant de se lancer dans les projets. S'assurer que les données existent ou qu'elles peuvent être collectées. Prendre en compte les contraintes budgétaires, s'assurer que les projets sont alignés avec la stratégie existante de la DSI, valider ces hypothèses avant le développement, valider la désirabilité de la solution par les utilisateurs, s'assurer que les équipes se parlent entre elles, prendre en compte les points de vue de toutes les parties impactées, commencer par un prototype fonctionnel, on parlera de ça un peu plus tard, s'assurer que personne ne va saboter les projets, ça c'est très important. En entreprise, on néglige à quel point les gens se méfient de l'intelligence artificielle. Et ça peut être une raison pour laquelle un projet d'IA, ça peut tomber dans l'eau. Tout simplement parce que les patrons, les directeurs commerciaux, il a des mauvaises idées, des idées reçues, et du coup, en fait, il va tout faire pour saboter les projets. On n'a pas pris le temps de les faire comprendre qu'en fait, non, on ne cherche pas à les remplacer à lui. On cherche plutôt à innover, on cherche plutôt à automatiser les choses, on cherche plutôt à aller plus vite. Et enfin, mettre les bons profils au bon endroit. Ne pas appeler un chercheur en IA, venir s'occuper de ChatGPT. Ça n'a aucun sens. Ne pas demander à un ingénieur machine learning d'aller paramétrer l'IA de Salesforce. Ce n'est pas du tout les bons profils, ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est loin. Une IA ne peut pas faire tout ça pour nous, de toute évidence. Ce sont des questions organisationnelles, ce sont des questions à long terme, ce sont des questions d'entreprise, de connaître les bons profils, de connaître la stratégie de l'un, la stratégie de l'autre. C'est beaucoup de choses. Et tout ça, l'intelligence artificielle la plus puissante de la planète ne peut pas faire tout ça. Pour la simple raison que l'intelligence artificielle la plus puissante de la planète, elle ne connaît pas votre entreprise. Elle ne sait pas que votre directeur commercial, il est méfiant de l'IA. Elle ne sait pas qu'en fait, oui, on va faire un truc, mais par contre, la DSI, elle a prévu de faire ça. Elle ne sait pas que les bons moments pour lancer un projet d'IA, ce n'est pas tout de suite, c'est dans 1 mois, quand le directeur va partir à la retraite et on aura un nouveau directeur qui va venir tout faire, tout changer. Du coup, en fait, tout ça, les intelligences artificielles ne peuvent pas faire. Et encore, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on a une place dans les marchés, on a une place pour se poser les bonnes questions. Finalement, les bons sens, se poser les bonnes questions, tout ça, c'est qui l'humain qui peut faire ça. L'intelligence artificielle, effectivement, ce sont des outils qui peuvent nous aider à faire ça. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une stratégie que j'ai découverte il y a quelques années et dont je suis tombé follement amoureux. Ça s'appelle du design thinking. Avant de connaître le design thinking, j'étais un cabinet de développement logiciel et la façon dont on faisait les choses, c'est que les clients nous appelaient, ils me disaient, on a une problématique, nous, on l'écoutait, on prenait des notes et on disait, je reviens vers toi dans 15 jours avec une proposition. Et dans 15 jours, je venais avec une proposition technique, on présentait, ça casse ou ça passe, mais souvent ça casse. Parce qu'en fait, les réflexions que je peux avoir de mon côté, ça va être justement de mon côté. Et ces réflexions, il faut les savoir avec les utilisateurs finaux, il ne faut pas les savoir dans son coin. Un consultant ne connaît pas forcément les métiers de son client, il ne connaît pas les besoins, il ne connaît pas les enjeux. Du coup, en fait, c'est design thinking, c'est une méthodologie qui permet justement de se poser toutes les bonnes questions avant de se lancer dans un projet. Alors, quand j'entends les mots design et quand vous entendez les mots design, peut-être que vous pensez au graphisme. Or, ce n'est pas du tout ça. Design en anglais, c'est plus proche du mot ingénierie, du mot vraiment concepteur des solutions, concepteur des produits. Du coup, ce n'est pas l'aspect visuel, c'est plutôt comment ça fonctionne. Mais avant tout, les designs, du coup, c'est la conception. Et du coup, les design thinking, ce sont les outils du designer avec un mode de pensée. Finalement, c'est une méthode de bon sens appliquée au business. Point barre. Ce n'est pas très compliqué. Les design thinking, c'est surtout et avant tout un changement de posture. C'est pas on lance un projet d'IA
Et après, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut les faire adopter en interne? Du coup, il y a souvent aujourd'hui ce qu'on appelle la conduite du changement, ou quelle stratégie pour que les gens ils s'adoptent ce qu'on a développé. C'est plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire que les gens ils vont aimer, que les gens ils vont utiliser, que les utilisateurs ils vont l'adopter. Et c'est ça, cette question-là, c'est ça, ces changements de posture. Les design thinking, c'est un processus centré sur l'humain, en 5 étapes. Moi, j'ai rajouté 2 à la fin, mais je vais vous les montrer. La première, c'est l'empathie. L'empathie, c'est une première étape dans laquelle on va interviewer, observer ou s'immerger dans les rôles de l'utilisateur. Il y a différentes façons de faire de l'empathie. Finalement, ce qu'on va, c'est écouter, on va regarder et on va voir ce qui cloche avec les produits, ce qui cloche dans son expérience utilisateur, ce qui cloche dans ce que la personne est en train de faire, dans notre client, qui peut être interne ou externe. Une fois qu'on a passé cette phase empathie, on va passer à la définition du challenge. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Mais il y en a une qui est prioritaire, il y en a une qui est importante, il y en a une qui prime sur toutes les autres. Et du coup, ça va nous permettre de définir quel est le problème, quel est notre challenge. Et une fois qu'on aura ces challenges, on va pouvoir l'idéer, l'imaginer. Et on va essayer d'aller petit à petit les prototyper. Quand je parle des prototypes, les prototypes, la première version d'un prototype, c'est une promesse sur papier. La deuxième, c'est un storyboard. La troisième, bah, si on peut, c'est un prototype d'une version minimum viable. On va parler de ça. Quelque chose d'artisanal qui répond aux besoins de l'utilisateur. Et tout ça, on va pouvoir les tester vis-à-vis de l'utilisateur. Jusqu'à là, on n'a pas fait les moindres développements logiciels. Mais on a validé des étapes. Les gens, ils pensent que les succès, c'est une ligne droite. Les gens, ils sont cette fausse idée qu'en fait, on peut réussir, on peut se poser les bonnes questions et tout de suite, on arrive à la fin. Mais en fait, pour arriver, il faut se tromper plusieurs fois. Les design thinking, c'est une façon d'itérer et c'est une façon de se tromper à moindre coût. Et du coup, on se trompe, bah, on revient en arrière. Et on continue à avancer. On s'est trompé, bah, c'est pas grave, on revient en arrière. Mais l'idée du design thinking, finalement, la promesse, quand moi, dans mon cabinet, on déploie cette méthodologie de travail, c'est qu'à la fin, on a un cahier des charges. Un cahier des charges qui est validé, prototypé, testé. On s'est posé les bonnes questions. On a fait les audits nécessaires en interne. On a inclus les parties prenantes qui ont un rôle important sur ces projets-là. Et finalement, ces cahiers des charges, c'est les cahiers des charges, ce sont les plans d'architectes dont je vous ai parlé avant, qu'on peut les confier à une société comme la mienne ou à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est si vous savez ça, vous mettez toutes les chances de réussite de votre côté. Alors, design thinking, aujourd'hui, il y en a qui vont dire je préfère la méthode Lean Startup ou je préfère la méthode une autre, la méthode Agile ou je préfère la méthodologie Ocean Blue. Enfin, il y a plein de méthodologies, il y a plein de façons d'appeler ça. Et il y en a qui vont dire c'est pas 5 étapes, ça en est 3. C'est pas 3 étapes, c'est 7. Peu importe. En fait, l'important, c'est déjà écouter, regarder, partir d'un besoin et pas d'une idée. Et petit à petit, y aller, petit à petit, étape par étape, à moindre coût, co-construire la solution avec l'utilisateur et pouvoir potentiellement la regarder, la prototyper, la tester, et tout ça avant de l'avoir fait. En design thinking, on ne sait pas vers quoi on veut aller, mais on sait qu'on va y aller. Du coup, c'est un peu déroutant quand on essaye de proposer cette méthodologie de travail à nos clients, mais ça marche. Ce n'est pas nous qui avons inventé les design thinking, j'aurais bien aimé. Je serais milliardaire si j'avais inventé ça. Les design thinking, ça a été inventé aux États-Unis et c'est vraiment adopté par toutes les grosses boîtes aujourd'hui dans le monde, et même en France. Il y a Accor, il y a les groupes Sephora, si je ne me trompe pas, Decathlon. Il y a plein de sociétés qui s'élancent dans les design thinking et qui l'ont adopté parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, on s'est dit, mais pourquoi on ne les faisait pas avant? C'est très, très malin. Alors, les design thinking, ça vous permet vraiment de cocher toutes les cases parce que c'est poser toutes ces questions en amont. Et c'est pas une baguette magique, mais finalement, c'est faire les choses dans les bons ordres. Et finalement, c'est une réussite pour votre business. Je peux vous parler des 2 cas. Alors, un cas, c'est avec une société qui s'appelle Vital Concept. C'est une société qui vend des minerais pour les vaches. Alors, ça, c'est aussi, quand on est consultant en intelligence artificielle, on a la chance de travailler dans des domaines qu'on ne connaît pas. Et du coup, j'ai appris que les vaches, elles s'allaitent et que pour qu'elles s'allaitent mieux, on peut leur donner des vitamines et des minéraux. Du coup, c'était sympa, j'ai appris ça avec mon job. Et du coup, pareil, on a fait toute une démarche avec cette entreprise des compréhensions de besoins,
Je ne vais pas vous donner des détails techniques ni confidentiels parce que ça le regarde, mais finalement, en fait, on a fait une intelligence artificielle qui les aide à conseiller leurs produits en autonomie avec leurs partenaires. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment pas ce qu'on a fait, mais c'est comment on l'a fait. On part d'un besoin, on y va sur prototyper quelque chose à moindre coût, sur des storyboards, sur des papiers, sur des PowerPoint. Finalement, on passe un prototype. Ces prototypes, on peut déjà les tester vis-à-vis de l'utilisateur final. On peut avoir des premiers retours logiciel ou implémentation. Du coup, c'est un client que j'ai eu. Un deuxième client qu'on a eu, c'est un constructeur des solutions, des voitures, des poids lourds, ici en France. Pareil, c'est parti de la compréhension du besoin. Et là, pour les publics, c'était les commerciaux qui disaient on aimerait bien mieux prospecter avec l'intelligence artificielle. Du coup, pareil, on a imaginé une intelligence artificielle qui s'est connectée, qui allait croiser les données entre leur CRM, l'ERP et finalement aussi les données des immatriculations de la préfecture, ce qui était assez malin. La préfecture est là des données de nouvelles immatriculations qui ne me servent pas aujourd'hui, mais peut-être dans 4 ans, elles me servent parce que dans 4 ans, ce sont des données, c'est les voitures qu'il faut changer. Du coup, en fait, à un instant T, on peut déjà prendre les données il y a 4 ans. Qui sont les personnes qui, il y a 4 ans, elles sont immatriculées une nouvelle voiture? Parce que cette voiture, elle est vieille. Potentiellement, c'est une opportunité. Du coup, entre ça, les CRM, le RP, on a fait une application finalement qui permet aux commerciaux de dire tout de suite, il y a cette personne dans cette boîte à aller chercher et les pourquoi, aussi les pourquoi avec ces coordonnées. Du coup, pareil, c'était un développement qu'on a fait et puis quelque chose qui a été bien déployé. Pareil, c'est pas venu l'innovation, ça vient pas de moi, ça vient pas du patron, ça vient des commerciaux. Parce que c'est eux-mêmes qui veulent ça, qui créent à l'appel et qui disent on veut ça. On commence toujours, ça c'est notre méthodologie, mais c'est ce qu'on préconise aussi. On vous conseille de commencer avec ce qu'on appelle un produit minimum viable. Un produit minimum viable, c'est vraiment le minimum du minimum. Un produit artisanal qui répond aux besoins de l'utilisateur. L'idée, c'est pas de se dire on va se lancer dans 2 ans de développement avant d'avoir un prototype. Un prototype, si ça vous prend plus de… Mais vraiment, un prototype MVP, il faudrait que ça ne vous prenne pas plus d'une journée à faire. Alors, on parle vraiment d'un truc artisanal, on ne parle pas de quelque chose d'industrialisable, mais c'est quelque chose d'artisanal. Et pour que vous compreniez un peu l'exemple de qu'est-ce que c'est qu'un prototype, je peux donner toujours l'exemple d'Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb, effectivement, on les connaît tous, c'est la plateforme de location d'appartements entre particuliers. Mais avant d'Airbnb être ce qu'ils sont aujourd'hui, les patrons d'Airbnb, il a loué une chambre. Il avait juste un matelas gonflable. Il avait une chambre à côté qu'il pouvait libérer. Il avait son téléphone portable. Et puis, c'est tout. Il avait sa caméra. Du coup, qu'est-ce que c'est que son prototype? C'est sa caméra avec une photo. C'est une photo de la chambre qu'il va louer. C'est une annonce dans un site, peu importe. Ça n'a même pas besoin d'être son site. Du coup, la photo, plus les prix, plus la description, plus un numéro d'appel pour appelle-moi si ça t'intéresse. Finalement, c'est ça Airbnb. C'est ça les prototypes d'Airbnb. Il a validé ça. Il a fait une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il a encaissé. Au bout d'un moment, je ne connais pas forcément les détails, mais j'imagine que les amis ou les connaissances se sont dit pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Et du coup, petit à petit, il a fait ça jusqu'au moment où il s'est dit j'ai suffisamment de choses, pourquoi je ne fais pas mon site à moi? Et du coup, après, la suite de l'histoire, vous connaissez aujourd'hui, Airbnb, c'est les leaders des locations entre particuliers. Mais on commence avec un prototype. Et un prototype, il faut que ça prenne moins d'une journée à faire. Il faut vraiment que ce soit rapide. Alors, effectivement, pas industrialisable, mais en tout cas que ça répond aux besoins de l'utilisateur. Et comme ça, on peut valider des choses. Nous, on a fait c'est nos références clients avec lesquelles on a appliqué cette méthodologie. Et du coup, ce sont des sociétés qui peuvent attester qu'en fait, ça marche, que c'est vraiment les design thinking, c'est ce qu'il faut faire. Les design thinking, c'est quelque chose qui change la donne. Et si on fait ça, on se lance dans la bonne direction et on se pose toutes les bonnes questions d'un côté. Alors là, c'est la première partie du séminaire que je voulais faire. La deuxième partie, c'est par rapport à l'importance de se former et former ses équipes à l'IA. Du coup, c'est aussi une autre clé de la réussite des projets IA. Il y a un rapport, vous savez qu'à chercher les World Economic Forum sur Internet. Pour ceux que ça les intéresse, on va vous envoyer l'URL, ça va être avec il est là, vous pouvez le taper ou vous pouvez le chercher. Mais les World Economic Forum, il a sorti une étude qui disait sans une maîtrise universelle de l'IA, l'IA nous fera défaut. Pourquoi c'est important de se former à l'IA? Pourquoi c'est important de s'y connaître en IA? Pourquoi c'est important de savoir que l'IA, c'est plus que prompter?
Et c'est notre combat. Et du coup, finalement, l'IA, ça a été identifié comme la compétence la plus importante à avoir pour être toujours d'actualité dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça a été identifié, mais vraiment, si vous ne connaissez pas l'intelligence artificielle, si vous ne parlez pas IA, vous n'êtes pas compétitif. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'IA, c'est un domaine aussi vaste que la santé. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, c'est impossible de dire qu'est-ce que c'est qu'un professionnel dans la santé. Moi, ce que je dis depuis les débuts, depuis 7 ans, je l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est un domaine tellement vaste qu'il n'y a pas un seul profil. C'est comme la santé. Il n'y a pas un profil santé. Un médecin, c'est un profil de la santé. Un chauffeur d'ambulance, c'est un profil de la santé. Une personne qui travaille à la sécurité sociale, c'est un profil dans la santé. Pareil qu'une personne qui travaille à la recherche, une personne qui soigne, une personne qui fait des vaccins. Tout ça, ce sont des profils dans la santé. Il n'y a pas un seul parcours pour se former à la santé. Il y a des carrières, il y a des licences, il y a des diplômes, il y a des formations courtes, longues, en ligne, en présentiel, cher, pas cher, parce que la santé, c'est tellement grand, c'est la même chose. L'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. On fait erreur de penser qu'il y a un profil en IA. Du coup, il y a une formation en IA. Non, l'IA, c'est comme l'anglais. Ça s'apprend. Plus vous apprenez, plus vous devenez alphabète dans ce domaine. Du coup, il n'y a pas un seul parcours, il n'y a pas un seul rôle. Aujourd'hui, il y a des profils tech qui se définissent de plus en plus dans l'IA. Du coup, il y a ce qu'on appelle l'ingénieur machine learning, l'ingénieur MLOps. Du coup, c'est quelque chose d'assez récent. Ce sont les personnes qui vont mettre en opération, justement, en déployer les modèles de machine learning faits par leurs confrères. Il y a ce qu'on appelle les data scientists. Il y a de plus en plus, et il y aura de plus en plus de profils dans l'IA. Mais les profils dans l'IA, ils ne sont pas que techniques. Les profils dans l'IA, ils peuvent être aussi non techniques. Les avocats spécialisés en IA, les journalistes spécialisés en IA, les personnes qui s'occupent de la gouvernance de la donnée dans l'entreprise. Du coup, les profils peuvent être tech, peuvent être non tech. On a tous place dans les mondes de l'IA, tous. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que l'IA ne va pas voler votre travail. Mais par contre, quelqu'un qui parle IA mieux que vous, probablement le fera. Et c'est pour ça qu'on milite et qu'on pense que c'est important de parler IA. Nous, on pense parler IA, c'est pour tout le monde, quel que soit votre niveau technique. Nous, on pense, encore une fois, je l'ai dit, IA, parler IA, c'est savoir plus que savoir prompter. Aujourd'hui, ça me fait rire les gens qui disent, oui, je me connais en IA. Je me connais en IA, je suis un expert en IA parce que j'utilise ChatGPT. Mais ce n'est pas ça, parler IA. Pour moi, parler IA, plus que savoir prompter, c'est déjà savoir pourquoi 2 prompts identiques vont donner un résultat différent. Du coup, là, on se dit, ah, peut-être ça, c'est intéressant. Pourquoi 2 prompts identiques vont donner un résultat différent? Et pourquoi? Savoir, oui, j'ai fait la recherche avec ChatGPT, mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Savoir pourquoi. Du coup, plus que savoir prompter, c'est comprendre comment ça marche. Dans quel contexte j'utilise, dans quel contexte je n'utilise pas. Savoir que je ne suis pas limité par ce qui existe. Du coup, en fait, que oui, ChatGPT, c'est génial. Mais en fait, il y a des concurrents à ChatGPT. Au-delà de ça, je peux aussi faire mon propre ChatGPT. C'est ce qu'on appelle un LLM. Je peux aussi faire mon agent conversationnel. Il y a ce qu'on appelle des modèles de langage. Il y en a certains qui sont en open source. On peut construire son langage, son modèle de langage. Du coup, en fait, on n'est pas limité par les solutions d'IA. On peut aussi faire les propres. Pour nous, parler IA, c'est acquérir un regard critique sur les nouvelles technologies. Voir les choses avec un pragmatisme. C'est poser les bonnes questions. C'est pas se dire c'est génial ou c'est mauvais. En fait, c'est pas noir ou blanc. C'est gris. C'est génial dans certaines situations, pour certaines choses. D'autres, peut-être pas. Des fois, c'est mieux d'avoir un humain qui fait. Je suis absolument convaincu que si vous aviez dit, là, c'est un webinaire, mais en fait, c'est une IA qui va le faire, je ne pense pas qu'il y en aurait autant d'invités. Vous savez, il y a des moments où c'est l'humain qui a la place dans la chose. Du coup, en fait, identifier les opportunités l'IA, et comme disait Olga au début, devenir acteur ou actrice plutôt que spectateur dans cette révolution digitale. C'est ça, pour nous, ce qui est parlé IA. Alors, nous, on croit que l'IA doit être accessible à tout le monde, et nous, on est convaincus qu'on peut le faire, que tout le monde peut se donner l'IA comme un atout concurrentiel. Notre objectif, c'est vous aider, et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une méthodologie pédagogique basée sur la pratique. Et quand je dis la pratique, c'est plus que pratiquer sur ChatGPT ou un agent conversationnel ou les IA génératifs, c'est vraiment repose sur des exercices pratiques pour faire des IA, des mises en situation, des compréhensions des enjeux,
des nettoyages des données, de beaucoup de choses. Et du coup, on a développé toute une approche pédagogique qui permet justement d'acquérir ces regards critiques et qu'à la fin, vous dites, je parle IA. Nous, ce qu'on propose, c'est tout un catalogue de formations, méthodologies innovantes et uniques. C'est basé, ça a été développé par nous et c'est les fruits des 7 ans de formation qu'on fait toutes les semaines et on les fait et on les itère et on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et on les améliore tous les jours. Les formations sont délivrées par Olga et par moi, des experts et des passionnés de ces métiers. On est des formateurs. Du coup, la différence entre un Open Classroom et un cabinet comme les nôtres, c'est que nous, ce n'est pas en vidéo qui va vous faire votre formation. Ce sont des experts et ce sont des vraies personnes qui vont vous suivre, qui vont suivre les participants. C'est pour ça aussi on fait des groupes de maximum de 10 apprenants, ce qui nous permet de faire un suivi personnalisé. Et du coup, surtout aussi, vous avez un accès aux formateurs avant, pendant et après la formation. Et c'est jusqu'à la fin de votre vie que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez relancer, approfondir, aller plus loin dans tous les concepts, que ce soit utiliser ChatGPT ou que ce soit apprendre plus sur les réseaux de neurones. Du coup, en fait, vraiment, notre ambition, c'est parler IA, vraiment démocratiser ces sujets-là. On a tout un catalogue de formations. Il y en a déjà qui sont ouverts, qui sont en ligne. Et si ça vous intéresse, allez sur mlab.information. On vous mettra les liens à la fin. Mais il y a tout un catalogue de formations qu'on fait à la fois pour les particuliers et à la fois pour les entreprises. Notre méthodologie, on n'est pas nouveau, comme disait avec Olga, nous, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Donc, on a eu un peu le temps de se faire un peu de nom, des journaux, un peu dans la télé. On est passé à la télé, on est passé à la radio, on a été invité à des conférences. Du coup, un tout petit peu, on a eu un peu des choses. Du coup, si vous cherchez Machine Learning Lab, Parler IA, si vous cherchez Olga, Camilo, vous allez trouver des choses. Donc, on n'est pas sorti de nulle part. On n'est pas venu juste avec la vague qu'il y a aujourd'hui des ChatGPT. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent. On était là avant. Et on sera là après. On sera là après une fois que la vague aura cassé et que les gens ils seront, j'espère, pas rentrer dans ce qu'on appelle un 3e hiver de l'IA. Je n'espère pas. Mais on sera toujours là. Même si c'est un hiver de l'IA, pour nous, c'est vraiment donner les clés aux gens pour parler IA. Alors, les idées clés des webinaires qu'on a fait. Les premiers, les projets d'IA sont souvent en échec. Il n'y a pas une seule et unique raison, malheureusement, qui peut expliquer, mais il y a une multitude de raisons, souvent complexes, souvent organisationnelles. Le design thinking, c'est une méthodologie d'innovation qui permet de construire des solutions désirables par l'utilisateur, viables d'un point de vue économique et techniquement faisables. Ça vous permet aussi de mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Un prototype, ce qu'on appelle un produit minimum viable, et ça permet de valider des hypothèses à moindre coût pour itérer rapidement. Et c'est aussi très important à l'ère de l'IA, c'est nécessaire de donner à ses collaborateurs un niveau d'alphabétisme et les former sur les sujets de l'IA. Plutôt que d'interdire l'IA, d'interdire ChatGPT, on voit souvent ça dans les entreprises, on interdit ChatGPT, puis les gens continuent à l'utiliser de leur côté. Du coup, plutôt que de se dire on interdit, on ferme les accès, on ferme les choses, plutôt, on est plutôt malin et on y va, mais on y va de façon avisée. On s'intéresse au sujet, on acquiert les compétences et on se pose des questions petit à petit. Du coup, par où commencer? Alors, si vous nous demandez à nous, alors les buts effectivement de ces webinaires, c'est vous former, vous donner des éléments de réflexion, mais après, effectivement, nous aussi, de pousser notre offre. Nous, on a une offre de formation, on a une offre de formation, on a une offre en conseil. Ça, c'est nos produits commerciaux. Alors maintenant, vous avez aussi les droits de prendre rendez-vous avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, que ce soit pour poser des questions ou pour parler du sujet, il y a 3 choses. La première, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir un intérêt commercial. Si vous avez une question, même si ce n'est pas du tout commercial, on la prend. Et on prendra 30 minutes de notre temps pour essayer de répondre si on a les éléments de réponse. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'offre à mes étudiants aussi d'écoles qui ont passé par les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, qui sont venus dans nos formations. Ce sont des gens qui viennent me voir, me dire « aide-moi avec ma thèse universitaire ». Évidemment, ça ne nous apporte rien du tout, mais ça lui apporte à lui. Du coup, notre ambition, c'est aussi un peu d'avoir une face humaine, d'apporter ses côtés humains et de répondre aux questions aux gens si vous voulez. Alors, la première chose, c'est gratuit. 2, c'est confidentiel. Et 3, il n'y a pas de questions bêtes. Du coup, en fait, on ne va jamais vous juger. On va jamais. C'est ça ce que j'aime bien aussi chez les IA, les agents conversationnels. Ils ne vous jugent pas. Ils ne vous jugent pas. Ils ne pensent pas que vous êtes stupide parce que vous posez une question. Enfin, nous aussi, on essaye de faire nous-mêmes. On ne va pas vous juger. On ne va pas dévoiler ce qui est dit dans ces séances qu'on offre. Et surtout, c'est complètement gratuit.
Du coup, voilà, on a un peu fait les tours. Je ne sais pas, on peut… Alors, normalement, Olga, elle vous a nommé organisateur. Comme ça, vous avez les droits d'allumer votre microphone et poser des questions. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on on a un tout petit peu de temps, mais on a quelques questions dans les chats. Je vais les lire une par une. Je vais essayer de répondre. Et après, si vous voulez allumer votre microphone et poser des questions, vous pouvez les faire. Donc, la première question de Cyril, ce replay sera aussi disponible pour nous? Oui, c'est disponible pour tout le monde. On va s'envoyer un email tout à l'heure et on les met sur le site web et vous pouvez les révisionner. Et pour si vous avez un collègue qui voulait participer et n'a pas pu, vous pouvez lui partager les webinaires. Les design thinking, Itchy Power qui dit, c'est aussi en amont aider à poser des problématiques et identifier des pistes de solutions. C'est exactement ça ce que vous dites. C'est en amont choisir déjà, trouver la problématique et identifier les pistes de solutions. C'est exactement ça. Sauf que la problématique, on va l'aborder avec l'utilisateur final. C'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir dans mon coin à la problématique. C'est cette personne-là qui va nous aider à trouver la problématique. On va forcément passer par une rationalisation du marché. Les fonds commencent à lancer des alertes. Alors oui, ça c'est plutôt une question organisationnelle. Je pense qu'en France, on est un pays où on aime bien faire des aides, on aime bien aider les gens, donner des prêts, donner des choses, effectivement. Et du coup, toutes les entreprises, elles veulent profiter de ça. Du coup, j'imagine qu'effectivement, oui, mais ça, c'est pas aujourd'hui. Il y aura de plus en plus des aides, mais aussi les aides, je pense qu'on va les surveiller de plus en plus de près. Alexandre qui dit, merci, est-ce que vous pouvez mettre les liens pour la prise de rendez-vous? Du coup, Olga, elle a mis les liens. Du coup, allez-y. Alors maintenant, j'ai lu les questions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Allumez les microphones plutôt que la poser par un chat. Alors maintenant, si vous ne voulez pas être vu ou préférez écrire, c'est aussi par chat. L'idée, c'est qu'on vous donne cette opportunité aussi d'être avec des formateurs, consultants, développeurs en IA. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ces 3 métiers. On est vraiment formateur, consultant et développeur en IA. On a un profil rare avec Olga. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ce n'est pas sûr, on n'a pas toutes les questions sur absolument tout. On n'a pas les réponses sur tout, mais si on a, on fera. Alors, Sané Abdou Fataou. Du coup, on vous écoute. Attendez, vous savez les Bonjour, monsieur. Je vous remercie déjà pour cette formation qui est vraiment très intéressante. Malheureusement, je suis venu un peu en retard parce que j'avais une réunion. Maintenant, ma question, je ne sais pas si ça a été abordé, mais je vais la poser quand même. Allez-y. Qu'est-ce qui fait la différence en général entre un projet IA et un projet d'automatisation de façon générale? Alors, c'est une bonne question. Pour moi, je veux dire ce que je pense. Pour moi, l'IA et l'automatisation, c'est synonyme. C'est-à-dire que l'IA, ça peut être tout et n'importe quoi. L'automatisation, c'est un peu plus concret. On va automatiser une tâche. Du coup, l'IA, elle peut aider à automatiser une tâche. Mais pour moi, je ne fais pas la différence. C'est-à-dire qu'un projet d'IA ou un projet d'automatisation, pour moi, c'est un projet digital, c'est un projet d'innovation. Et les deux, vous appliquez cette méthodologie et ça, vous mettez, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mais pour moi, l'automatisation, en fait, l'IA et l'automatisation, ça va main dans la main. On utilise l'IA, pas que, mais on utilise l'IA pour automatiser les choses. On peut utiliser l'IA pour automatiser les choses. Alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'a pas une définition unique. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de définition unique de qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Je pose ça comme question dans les formations. On commence avec ça comme question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Personne ne se met d'accord. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Personne ne se met d'accord. Du coup, je fais les constats. Si on ne se met pas d'accord sur ce que c'est que l'intelligence, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle? Une définition unique d'intelligence artificielle, la personne qui dit, moi, j'ai une définition unique d'intelligence artificielle, c'est un peu comme si je disais, j'ai la définition unique de Dieu. Je sais ce que c'est Dieu. C'est ça, la seule définition. C'est un peu arrogant. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est utilisé un peu par tout le monde, à droite et à gauche, et à travers. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, ça répond partiellement à la question parce que je prends un cas concret. Par exemple, j'ai un service de comptabilité qui est un logiciel classique de gestion de sa comptabilité qui aujourd'hui dit que non, je veux plutôt un logiciel IA. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par cette approche-là? Alors, ce que je comprends, c'est plutôt des choses que la personne ne dit pas. Ce que je comprends, c'est que peut-être la personne elle a besoin de briller en interne. La personne elle a besoin de démontrer en interne qu'elle fait de l'IA. C'est plutôt ça. Quand elle dit « je veux un logiciel d'IA », ça veut dire qu'il veut quelque chose de nouveau. Et en fait, si un logiciel tout court, ça répond à un besoin,
Pour moi, un logiciel, en fait, la frontière entre un logiciel et une IA, c'est très, très vague. Est-ce qu'une calculatrice est une IA? Il y en a qui vont dire non. Pour moi, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des logiciels un peu spéciaux, ce qu'on appelle du machine learning. Les machine learning, ce sont des logiciels qu'on construit avec des données. On ne passe pas sur des bases que j'écris, on va trouver des patterns dans la donnée. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les machine learning. Ça fait partie des choses qu'on enseigne à nos formations. Du coup, il y a deux types de logiciels, enfin, si on veut simplifier les choses. Les logiciels qui sont faits par un développeur et les logiciels qui sont faits par un développeur en utilisant des données. Et ça, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Du coup, là, à mon avis, votre client, il ne sait pas forcément ça. Votre client, plutôt, ce qu'il veut, c'est dire, j'ai un nouveau truc, j'ai un nouvel outil. Et c'est plutôt une question de briller l'antenne. Il faut peut-être creuser pourquoi est-ce que cette personne veut avoir un outil IA. Ça vaut peut-être la peine d'aller demander plutôt ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandre, oui. Oui, bonjour. Du coup, en fait, moi, je suis fondateur d'une société. On a créé, en fait, je suis un peu passionné par l'IA depuis à peu près 2 ans et demi et j'ai embauché un développeur depuis octobre pour faire une base de données de matching. En fait, moi, je suis un cabinet de recrutement également, cabinet de conseil, mais plus sur du matching entre les compétences et les candidats. Et du coup, on a créé une base avec du RAG. Concernant je dirais les candidatures que moi j'ai reçues et on a utilisé du coup moi ma question c'était plutôt quel retour d'expérience vous avez sur les entreprises qui commencent à constituer des RAG auprès des LLM et est-ce que nous on a utilisé une base pour gérer la donnée, je crois que c'est Quadrant, mais je suis pas sûr. En fait, je voulais LanceDB, mais mon développeur a trouvé plus de documentation sur Quadrant. En fait, je voulais savoir quels ont été vos retours d'expérience sur le RAG actuellement et quelle orientation vous conseillez. C'est une question, je vais essayer de répondre en plusieurs parties. C'est-à-dire que d'un côté, ce que vous essayez de faire, c'est du matching. C'est-à-dire il y a une personne et puis une autre, et vous essayez de trouver la personne qui correspond à tel profil. Ça, disons que la façon un peu classique de faire ça, c'est ce qu'on appelle un projet de data science. Et pour ça, il y a plein d'algorithmes. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de recommandation. Du coup, c'est une des façons de faire ça. Une autre façon, c'est faire de la comparaison des vecteurs, des distances entre vecteurs, c'est-à-dire qu'on va numériser les personnes d'un côté, on va numériser les autres de l'autre, et on va voir quelle est la différence mathématique la plus proche. Et du coup, c'est ce qui fait Spotify, par exemple, pour vous proposer des choses, ou c'est ce qui fait Netflix pour vous proposer des chansons. Du coup, en fait, il y a plein de techniques mathématiques pour faire ça. Alors, ce qui est intéressant dans la révolution des LLM, c'est que depuis 2-3 ans, beaucoup de ces choses-là qu'on faisait un peu avec ce type d'algorithme, aujourd'hui, on les fait avec un LLM et on ne s'attendait pas. Moi, j'ai un projet avec un client, c'était du clustering. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le clustering, c'est qu'on a plein de réponses, on a plein de choses et on va essayer de les mettre dans des sous-groupes. Alors, pour ça, il y a des techniques mathématiques. Il y en a une qui s'appelle les K-means, il y en a… Bon, il y a plein de techniques mathématiques et statistiques de data science pour arriver à ça. Ce qui était un peu la surprise, justement, de ces LLM, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, avec les LLM, on peut faire ça aussi. Et des fois, c'est plus performant. C'est un peu, les LLM, ils n'ont jamais été traduits pour faire de la traduction. Ils n'ont jamais été faits pour faire de la traduction. Maintenant, on peut faire de la traduction. Alors, ce que vous essayez de faire, c'est un peu ça, si je comprends bien, Alexandre. C'est-à-dire appliquer des techniques des LLM, en fait, utiliser un LLM qui, à la base, n'était pas prévu pour ça, pour essayer de faire votre tâche. Alors, moi, je pense que vous êtes assez pionnier et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de projets dans le monde d'essayer. Est-ce que c'est ça? J'ai bien compris. Oui. Du coup, en fait, on l'a fait depuis à peu près 10 jours, c'est opérationnel. En fait, on avait 36 000 CV et on les a mis dans Mistral et on les a embeddés. En fait, avec Mistral, ils ont une fonction d'embed. Et du coup, on les a embeddés et du coup, on peut faire des requêtes. On met du coup la fiche de poste derrière le LLM, traduit la fiche de poste et derrière, ça va requêter dans la base pour trouver les bons CV. Et donc, ça fonctionne très bien actuellement. Donc là, on est depuis 10 jours opérationnel dessus. Et l'idée, donc pour l'instant, les données restent confidentielles. C'est des données que moi, j'avais récupérées parce que depuis 2 ans et demi, je recevais des candidatures. Et du coup, l'idée, c'est de gagner en productivité, en rapidité par rapport aux réponses. Et puis après, de voir le modèle économique, comment on peut étendre la plateforme
Voilà, après, il y a des problématiques des RGPD, etc. Mais pour l'instant, on est donc sur Mistral, donc hébergé plutôt sur un serveur France. Enfin, alors, il y a plusieurs choses à ce que vous dites. Alors, la première, déjà, je vous dis, vous êtes assez pionnier. Il n'y a pas beaucoup de projets, je n'en ai pas vu parce que c'est assez nouveau. Finalement, les LLM, on est en train de les découvrir et finalement, c'est mais en fait, avec les LLM, je peux faire la classification, je peux faire le clustering, je peux embedder les choses et du coup, calculer la distance vectorielle et du coup, faire des recommandations. Du coup, en fait, non. Je pense qu'il y a très peu de boîtes aujourd'hui qui font ça. Vous êtes assez pionnier. Deuxième remarque que je vous fais, c'est faites attention quand même. C'est-à-dire que, OK, utiliser Mistral, c'est génial. Alors maintenant, ça dépend si vous envoyez au serveur de Mistral ou si vous le faites avec votre version à vous de Mistral. Parce que vous savez, la possibilité aussi, on a fait notre webinaire de la semaine dernière, c'était comment déployer un LMS en local. Oui, on connaît nous, de notre côté. Après, moi, j'attends beaucoup dans 3 mois le GB10 de NVIDIA avec du coup Enfin, donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc enfin, à mon avis, pour les autres, NVIDIA va sortir un modèle. En fait, actuellement, si vous voulez vraiment un serveur, je dirais, performant il y a le H100, mais qui coûte à peu près 100 000 euros. Et sinon, pour 3 000 euros, dans 3 mois, vous pourrez avoir un serveur en local avec 128 de RAM qui permettra de gérer un minimum de LLM de 20 milliards de paramètres, et du coup, qui est plutôt un modèle LLM performant et qui va sortir dans 3-4 mois. Donc, ça permettra Je vois que vous posez des bonnes questions et vous gardez ça en local, vous avez une gouvernance de la donnée, et du coup, surtout, voilà, c'est ça. Et du coup, on résoudra vous les gardez. Oui, tout à fait. Là, ça, c'est très bien. Du coup, je pense que vous faites tout. Alors, la seule remarque, enfin, après, je ne sais pas comment est-ce que vous savez gérer les cas business, mais est-ce que vous savez déjà des clients? Est-ce que vous savez déjà des gens qui ont acheté ça? Pas encore. Alors, pour l'instant, en fait, moi, ça fait depuis 10 jours et moi, je le sers en interne. Donc, nous, on a à peu près 700 clients, mais traditionnellement, en tant que cabinet de recrutement, et j'ai à peu près une centaine de clients aussi du côté, une centaine de besoins par mois du côté plutôt grand compte. Mais par contre, en fait, eux, ils me sollicitent pour trouver les bons profils qui correspondent à leurs besoins. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas. L'idée, c'est de maturer au niveau technique, qu'on ait plus de robustesse au niveau technique, avant de pouvoir commercialiser, en sachant que j'ai pas forcément envie de le vendre je veux le vendre en produit fini et non pas juste en transfert de connaissances, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'aurais pas peur. Si j'étais à votre place, j'aurais pas peur d'aller déjà essayer de commercialiser ça. Si vous avez déjà un produit comme ça qui répond à un besoin, je pense que les clients, ils s'en foutent si ce n'est pas sur les derniers serveurs ou les derniers trucs. C'est-à-dire que vous avez développé quelque chose d'extrêmement précieux. Si j'étais vous, j'irais les commercialiser là tout de suite. D'accord, ok. Vous allez pouvoir aussi valider les étapes. Les design thinking, alors, c'est vraiment essayer de valider. Vous avez fait les développements de produits. Maintenant, vous essayez de les vendre. Maintenant, si vous me dites, ce sont des gens qui ont verbalisé un besoin et qui m'ont dit, j'ai besoin de ça. Et du coup, j'ai fait ça. Bah, vous savez un peu travailler en lean startup. Je vous souhaite que ça marche pour vous. J'espère que ça marche. Mais n'ayez pas peur de les commercialiser parce que ce que vous racontez, c'est assez intéressant. Ça peut être très, très forte valeur ajoutée. D'accord, ok. Bon, merci d'avoir partagé. C'est super intéressant. Mais votre projet, comment s'appelle votre plateforme? Du coup, moi, c'est 21 Talents. 21 Talents. Du coup, mon site internet, c'est 21talent.com. Et du coup, nous, c'est en local pour l'instant, au niveau de l'outil. Comme pour l'instant, je ne peux pas exposer des données personnelles à des non-clients, donc pour des problématiques RGPD, mais du coup, l'idée, oui, effectivement, avant de les exposer, on anonymisera tout ça pour pouvoir les exposer, en fait, éventuellement. C'est un bon projet. Merci d'avoir partagé, ça a l'air super intéressant. Je vous rassure, vous êtes assez pionnier. Moi, j'ai baigné dans ces milieux et je n'ai pas vu beaucoup de projets comme ça pour l'instant. Ok, merci. Merci. Merci d'avoir partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres points? Alors, ce n'est pas forcément des questions, hein? C'est comme Alexandre qui veut partager son projet. Je trouve que c'est super intéressant tout ce qu'il a partagé. On est là aussi pour ça. Ces webinaires avec Olga, on a la mission que ce soit aussi un point des rassemblements. En fait, c'est ça beaucoup pour ceux qui me connaissent comme Michel. Je te vois, Michel, dans les chats. Michel m'a connu depuis 7 ans. Et il y a 7 ans, j'ai fait déjà ça dans des cafés. J'ai fait ça dans des restaurants. Et du coup, c'était l'occasion de présenter quelque chose, mais aussi de parler, de faire connaissance. Du coup, si vous voulez partager quelque chose, c'est aussi les moments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager, qui veut échanger, qui a une question, qui a une remarque? Du coup, voilà. Là, s'il n'y a personne, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé non plus, vous pouvez venir juste à nous d'écoute, c'est aussi très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous remercie pour votre présence. Si vous savez, on ne vous l'a pas dit, mais on vous souhaite un excellent week-end.
On va continuer à faire ce type de webinaire. Du coup, notre idée, c'est vraiment faire des petits webinaires qui ne durent pas plus d'1 heure avec les questions comprises. Toujours, si possible, et comme ça, ce format un vendredi. On vous invite au prochain. L'idée, c'est qu'on ne va pas répéter les choses. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on va faire un webinaire différent sur des choses qu'on considère qui peuvent être intéressantes. Et du coup, si vous venez, invitez et puis partagez. Et puis, vraiment, on vous remercie. On est très contents que vous soyez aussi nombreux à nous avoir rejoints. Merci beaucoup à tous. On vous enverra des replays. Et puis, bon week-end. Merci beaucoup. Merci, bon week-end.